Et bonsoir et bienvenue sur l'espace correspondant au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité, notre espèce, évolue progressivement vers sa perfection. Sa perfection, c'est quelque chose, on arrive aux abords de cette finalité en fait, par rapport au temps d'évolution qu'il nous a fallu entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, le plus gros de l'évolution est derrière nous. Et là, on est très proche de la finalité. Proche, c'est-à-dire à quelques siècles. C'est pas proche en décennies ou en années. Évidemment, on voit bien que le monde n'a pas encore atteint sa perfection. L'humanité n'a pas encore atteint sa perfection. Et elle montre au contraire des signes parfois de régression ou de danger d'extinction, comme quand nous sommes devant une crise qui pourrait augurer d'une guerre totale et absolument destructrice. Voilà. Mais selon moi, c'est pas ce qui se passera, c'est pas ce qui va arriver. L'humanité atteindra son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est justement la paix universelle, la fraternité absolue, un fonctionnement totalement écologique et le plus haut degré de la spiritualité qui concerne toutes les spiritualités. Toutes les spiritualités ont des expérimentateurs qui ont atteint cet état, ce degré ultime de la spiritualité, et c'est ce qui attend l'humanité. Et ce degré ultime, c'est l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là, la sagesse, un état de sagesse suprême, d'équilibre absolu, de bonheur total, voilà, de joie, la joie, certains vont parler de joie, etc. C'est cet état-là que l'humanité, sans le savoir, cherche à atteindre. Parce que c'est l'état de jubilation le plus intense, de bonheur le plus intense. C'est un état où il n'y a plus la peur, toute peur a disparu. C'est un état de sérénité absolue. Et la mort a disparu simplement parce que dans cet état, la crainte de la mort disparaît. Et donc ça fait disparaître la mort. Ça n'empêche pas la mort organique, on meurt un jour, mais quand on est dans un état d'extase, on n'a pas cette épée de Damoclès qui, consciemment ou inconsciemment, nous travaille. Elle ne nous travaille plus. L'état d'extase, c'est un état de pur immédiat, de jubilation totale. Le cerveau ne peut pas s'éloigner de l'immédiat. Voilà. Alors, pour démontrer un petit peu la pertinence de cette évolution, je m'appuie sur certains ouvrages que je découvre de temps en temps, comme celui-ci par exemple, que j'ai découvert il y a une semaine ou deux, de René Jean Dupuy, un juriste en droit international qui a écrit cet ouvrage-là en 1991. Il faut bien se rappeler de cette date-là. Et donc, il traite justement du concept d'humanité. Comment ce concept est là, est présent, et de plus en plus présent au sein des organismes, universels, l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, tout ce que nous avons construit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. L'idée d'un fonctionnement universel est apparue. Et c'est apparu au XXe siècle. C'est très proche de nous. Et donc, à l'époque où il écrit ça, c'est la chute du mur de Berlin et la victoire, en somme, du capitalisme sur le communisme, qui durait depuis 70 ans, une guerre larvée, plus ou moins indirecte, mais qui a fini par
c'est le libéralisme qui a fini par l'emporter. Et donc, ce concept d'humanité, maintenant, il est vraiment inclus à l'intérieur des nations. Et alors, je continue, je découvre et ça se passe comme ça. Je lis, je découvre, en même temps que je lis, et je commente. Alors, on en était au niveau du patrimoine, de tout ce que la société était, dans les années 90, était en train de travailler au niveau de l'humanité, c'est-à-dire trouver des lois pour protéger les fonds marins, pour protéger l'espace, pour protéger tout ce qui pouvait être amené au niveau du patrimoine mondial, tout un tas de choses qui appartiennent soit à des États, soit à de l'individuel. Et là, on verra que l'individuel, il a le vent en poupe en ce moment, justement. Par exemple, avec le fait que on constelle le ciel qui appartient à l'humanité en réalité, par des satellites, etc. Alors avant, c'était les nations qui en avaient le monopole, et maintenant, il y a des particuliers qui peuvent envoyer des satellites, enfin, voilà. Donc là, il y a quelque chose que l'humanité devra gérer dans l'avenir. Alors, extrapolation. Je commence, je découvre et je commente. La construction du patrimoine commun séduit alternativement les pays industriels qui aimeraient la faire accepter par les producteurs de pétrole et les pays en développement qui souhaiteraient l'étendre aux régions polaires. Voilà, donc là déjà en 91, il y avait ce travail sur les régions polaires, sur la possession des régions polaires, était là. Donc on voit qu'on a affaire à un système prédateur qui est toujours là, et c'est la lutte entre des progressistes, un monde progressiste qui voudrait protéger la planète, protéger les humains, amener pratiquement tout au niveau du patrimoine mondial pour préserver les choses. Et on voit à quel point c'est important d'arriver à ça. Voilà, on n'aurait pas les soucis qu'on a rencontrés, par exemple, avec la forêt amazonienne et la déforestation, etc. Voilà. Donc, évidemment, on arrive à réguler un peu, mais c'est encore balbutiant tout ça. Il n'y a pas une autorité qui peut dire non, ça, on n'y touche pas, etc. Donc, les crises pétrolières de 1973 et 1979 ont révélé la réalité de l'arme du pétrole. Maîtres de leurs ressources, des États souvent peu peuplés exercent un pouvoir international qui paraît démesuré aux pays industriels. Ceux-ci ont alors laissé leur imagination évoquer des projets d'internationalisation de l'énergie qui mettrait fin à l'arbitraire des pays producteurs, qu'ils agissent seuls ou au sein d'une organisation comme l'OPEP. Voilà, alors là, c'est là où c'est extraordinaire l'évolution de l'humanité. C'est que même les prédateurs, quand ils sont privés de proie, ils peuvent s'organiser pour empêcher, pour faire évoluer finalement des lois, des projets d'internationalisation des matières, etc. Et donc de protection de la planète. Mais c'est vraiment en réaction, c'est pas par bienveillance, c'est pas par esprit universaliste, c'est pour
Voilà, pour se protéger. Alors, je vais aller plus loin. Tac, tac, tac. Bon, idée formalisée à mettre en œuvre dans l'ordre politique, les pays exportateurs estiment qu'ils ne font que répliquer aux abus de puissance de leurs antagonistes. Mais oui, ils ont raison, évidemment, et en plus, quand les pays dits extrêmement riches interdisent aux pays pauvres plus ou moins de s'émanciper. C'est hallucinant. Alors évidemment, on sait très bien que ça n'a pas émancipé le monde arabe, hein, le fait que le pétrole soit là. Au contraire, l'Occident s'est organisé pour que l'argent qu'il leur versait retourne dans les banques occidentales. Voilà. La souveraineté, notion abstraite, rend spécialement chez les États à se concrétiser. La consécration par les Nations Unies en 1962 de la souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles. Ah voilà. Donc il y a eu ça, la consécration à ce moment-là. Tiens, ça c'est curieux. Bon, bref. A facilité la récupération des richesses par des séries de nationalisations. Si le pétrole n'en a pas été l'objet exclusif, il a été un des enjeux les plus recherchés de cette politique. Voilà, ça a permis de s'émanciper aussi des colonisateurs, évidemment. Le droit international l'a ratifié et reconnaît aujourd'hui la faculté de l'État de procéder à des nationalisations. On ne peut, dans ces conditions, escompter la mise sur pied d'un régime international que d'une conjoncture exceptionnelle de nature à convaincre les parties en cause des mérites d'un service public international de l'énergie. Évidemment, c'est à ce niveau-là que ça devrait passer. Parce que c'est déjà une avancée de nationaliser, en fait, hein, de sortir du domaine privé, c'est-à-dire des compagnies qui s'enrichissent en utilisant les matières premières du sous-sol de cette humanité, au détriment de l'humanité, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut engendrer, quel est le problème. Donc il n'y a même pas de réflexion derrière ce travail sur les matières premières. Et on voit les ravages que ça fait sur tous les continents quand le néolibéralisme est arrivé. Là, la folie sans réflexion des extractions, quelles qu'elles soient, a explosé en 30 ans. Là. Voilà. Et en même temps, voilà, il y a toujours cette lutte, il y a ceux qui protègent et ceux qui cherchent à prédater. Voilà. La déclarer patrimoine commun de l'humanité et en confier la gestion à des institutions internationales dotées de pouvoirs contraignants pour les États et les firmes transnationales relève encore de l'évasion dans l'imaginaire. En revanche, il s'agit avant tout d'éviter qu'un État ou un groupe d'États ne mettent en cause l'équilibre de l'économie du monde et ne réduisent à la ruine des pays sous-développés dépourvus de pétrole. On peut rechercher un régime écartant le recours à la guerre où on peut rechercher, le recours à la guerre de l'énergie. Et on voit bien que malgré tout, il y a une sorte d'intelligence dans l'évolution de l'humanité. On pourrait très bien se retrouver avec un système dominant qui n'aurait pas d'opposition et ceux qui auraient pu, depuis les années 30, où on découvre le pétrole, s'accaparer tous les biens et militairement les dominer et empêcher quiconque d'accéder à ces matières premières, etc. Et on voit bien que, au moment où ces hégémonies étaient possibles, il y avait
deux concurrents déjà. Il y avait le communisme et le capitalisme qui se sont battus voilà, et qui en même temps se sont neutralisés, ont empêché des hégémonies absolues. Donc le monde est parfaitement bien fait dans son évolution. Voilà. À ce jour, alors, la formule du domaine éminent trouve un secteur plus accessible dans le champ écologique. Les régions polaires semblent se prêter à l'application de cette notion. On était en 91. L'Arctique, réparti entre 5 souverainetés, Canada, Danemark, États-Unis, Norvège, URSS, exclut l'instauration d'un régime de patrimoine commun de l'humanité, assorti d'une autorité internationale dépouillant ces États de leur souveraineté territoriale et maritime. Alors, ils excluent, ils ne veulent pas aller dans le fait d'en faire un patrimoine commun de l'humanité. En revanche, la valeur écologique essentielle de cette région justifie leur soumission à des normes de sauvetage édictées au nom de l'humanité. Mais voilà, et bien sûr qu'il y a l'écologie qui joue, et il y aura sans doute une lutte là-dedans. Mais on voit comment le fait qu'il n'ait pas été contraint fait que maintenant ces États, bien de nombreux États, réclament de pouvoir aller prendre les matières premières dans l'Arctique. Donc, ils se sont organisés pour ne pas passer au niveau du patrimoine de l'humanité, de ne pas laisser cet espace au patrimoine de l'humanité. Et maintenant, donc, comme ils ne se sont pas contraints eux-mêmes, puisque c'était toutes des grandes puissances, ils ne se sont pas... aujourd'hui, ils cherchent à utiliser ce patrimoine. La situation juridique de l'Antarctique est plus complexe. Ce monde perdu à 98% couvert de glace permanente dont l'épaisseur moyenne est de plus de 2 km et dépasse parfois 4500 mètres, a fait l'objet de revendications d'États invoquant leur découverte ou leur situation géographique. Dans le prolongement de l'année géophysique, ils ont conclu en 1959 avec les États-Unis et l'Union soviétique, qui ne reconnaissaient aucune prétention sur le continent austral, le traité de Washington, par lequel les 12 signataires affectaient, au nom de l'humanité, l'Antarctique à la science et à la paix. Je pense qu'on est en train de sortir de ça. J'aimerais bien savoir si ça s'est prolongé ou si, parce qu'il me semble que les Russes ont demandé de sortir pour utiliser justement les matières premières. Les revendications étaient mises en hibernation pendant 30 ans. Voilà, c'est ça, entre 1960 et 1990. Pour autant, le concept de patrimoine commun n'était pas utilisé, car l'état de la technologie ne permettait pas d'envisager alors une exploitation des ressources minérales. L'aristocratie des glaces, consacrée par ce traité, a géré avec prudence le continent austral en concluant en 1980 une convention sur la protection de la faune et de la flore en Antarctique. Cependant, depuis 1983, les États du tiers-monde ont déclenché à l'Assemblée générale des Nations unies une campagne pour substituer à ce régime un système inspiré de celui des fonds marins, plaçant le patrimoine commun sous la gestion d'une autorité internationale. Voilà, ils voulaient faire passer l'Arctique sous ce régime-là. Voilà, du patrimoine international et sous l'autorité internationale. Cette crise s'explique par la perspective d'une exploitation des ressources minérales dans un avenir prévisible. Voilà, les découvertes dans l'Antarctique commençaient à poindre. Or, le traité de 1959, c'est là où
nos médias ne sont pas démocratiques. Parce qu'on a entendu parler pendant 30, 40 ans des découvertes, voilà, les journaux télévisés, le 20h, que parlaient, il y a eu telle découverte en Antarctique, on a découvert tel minerai, tel truc dans le sous-sol, etc., etc. On aurait dû éduquer l'humanité en même temps pour expliquer toutes les lois qui régissent, toute l'histoire du fait d'aller vers un continent protégé, etc. Tout ce qui s'est passé, chaque individu devrait être conscient, comme par exemple, normalement, en tant qu'appartenant à la nation française, tous les Français qui appartiennent à la nation française devraient connaître toutes les lois, les médias devraient éduquer, ça devrait être quelque chose comme ça. On devrait comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce que les hommes politiques nous proposent, ce qu'ils font, etc. Et on voit bien à quel point on est distrait par les médias, mais on n'est pas éduqué par les médias, pas du tout, et de moins en moins. Si on a été un peu éduqué entre les années 50 et 80, des années 90 à 2000, ils nous ont asphyxié la tête. On a perdu complètement la boule en réalité. Or, le traité de 1959 n'est ouvert qu'à des États organisant effectivement des expéditions en Antarctique. Voilà, donc l'Afrique, où ceux qui n'étaient pas concernés, ils n'avaient pas droit au chapitre. De fait, leur nombre a aujourd'hui doublé et comporte certains grands États du tiers-monde, comme l'Inde et la Chine, qui entendent maintenir le système aristocratique dans lequel ils ont été admis. Il peut se réclamer de l'expérience de 3 décennies qui lui confère un label de qualité dans la gestion d'un environnement extrêmement fragile qui risquerait de souffrir des aléas des Nations Unies. Cependant, les parties actives au traité de Washington ont conclu en 1988 un traité sur l'exploitation des ressources minérales. La minutie de ces dispositions ne saurait faire illusion. Les dangers d'une telle exploitation justifient la campagne menée contre la ratification de ce traité par les grands témoins de l'écologie, avec à leur tête le commandant Jacques-Yves Cousteau. Et le travail qu'a fait Jacques-Yves Cousteau est grandiose, majeur, voilà. Et ça, c'est aussi une des belles réussites de la France. Voilà, si la France elle a des réussites, ça en fait partie. Le meilleur traité à cet égard serait sans nul doute celui qui prohiberait toute exploitation de ressources dans un monde dont l'avenir commande, celui de l'humanité. Déjà à cette époque, on savait que les glaces, c'était quelque chose qui était fondamental. L'Arctique et l'Antarctique étaient deux zones comme l'Amazonie étaient des zones fondamentales pour la survie de la vie sur Terre. Voilà. En vérité, le concept de patrimoine commun de l'humanité doit lui être appliqué. Il n'implique pas nécessairement l'instauration d'une autorité démarquée du modèle prévu par les fonds océaniques, dès l'instant que les États parties au traité de Washington sont considérés comme touchant à un apanage de l'humanité. Ils ne peuvent agir qu'en agent de celle-ci et sous le contrôle d'organes qualifiés. Voilà, alors je vais arrêter là pour cette vidéo, mais on voit que la puissance des médias, et elle arrivera à s'émanciper. Les médias, pour l'instant, ils font partie de l'oligarchie, les médias occidentaux. C'est pourquoi l'Occident s'abêtit, alors que le monde africain, par exemple, le monde indien, etc., le monde chinois même, progresse, parce que leurs médias sont plus ouverts, plus éducatifs, plus justes. Voilà, il montre plus la réalité des choses. Et quand on écoute les jeunes Africains, par exemple, qui sont sur TikTok ou quoi que ce soit,
on voit à quel point ils sont conscients exactement de ce qui se passe, et dans leur pays, et dans le monde, etc. Voilà. Et donc, ces médias qui sont sous la coupe d'une grande partie des médias de la planète sont sous la coupe des oligarchies qui sont sourds et qui veulent juste... ce sont les prédateurs de la Terre. Hein. Il faut le regarder aussi comme ça, sous cette forme-là. C'est leur boulot, voilà. Ces grandes multinationales, elles sont bien... ou les grandes... voilà. Ça fait partie de leur job. Mais par contre, on est bien d'accord que s'il y a un gros danger pour la planète, admettons, les médias même qui leur appartiennent se révolteront direct et ils ne vont pas continuer à cacher les choses. Ils seront obligés de conspuer leur patron et de montrer la réalité des choses, etc. Et donc de permettre à la société civile, au peuple de la Terre, de se révolter, voilà, de faire marcher le système de boycott, le système pour, pour, pour empêcher, pour stopper ce genre de diffusion. Voilà. Donc, on va arrêter là et tout à l'heure, on regarde ça ou plus tard. La nature méprisée, une étrange épidémie dans un port japonais. C'était en 91. Hein. Voilà, nous qui sommes en 2023, on peut savoir que l'épidémie, c'est quelque chose qui nous est arrivé. Voilà, à bientôt.